La Rambla, anciennement appelée Las Ramblas, en catalan les Rambles, est une promenade emblématique de la ville de Barcelone qui s'étend entre la Plaça de Catalunya, le centre névralgique de la ville, et le Vieux-Port. La promenade est bondée pendant la journée et tard dans la nuit. Il est marqué par des marchands de journaux, des fleurs et d'autres pour remplacer les anciennes échoppes de petits animaux, principalement des oiseaux, d'acteurs de rue, de cafés, de restaurants et de boutiques. Près du port, il y a généralement des marchés, ainsi que des peintres et des dessinateurs. En vous promenant le long de la Rambla, vous pourrez voir plusieurs bâtiments d'intérêt, tels que le Palacio de la Virena, ainsi que le marché de la Boqueria et le célèbre théâtre El Liceo, où sont présentés des opéras et des ballets. L'une des rues latérales, longue de quelques mètres, mène à la Plaza Real, une place avec des palmiers et des bâtiments à arcades qui abritent une multitude de brasseries et de restaurants, et où les collectionneurs de timbres et de pièces de monnaie se rencontrent le week-end. L'existence de nombreux étals de fleurs, qui teintaient l'endroit de couleurs, a conduit le célèbre écrivain britannique, Somerset Maugham, à décrire Las Ramblas comme « la plus belle promenade du monde ». La promenade de la Rambla mène au Vieux-Port, Plaza Portal de la Paz, où se trouve la célèbre statue de Christophe Colomb, et de là, une large promenade appelée Rambla de Mar mène au Muelle de España, où se trouve le centre commercial Marmagnon. À la fin de la montagne et à partir de la Plaça de Catalunya, le chemin ascendant qui suit la promenade le long de l'Exemple jusqu'à ce qu'il rencontre l'avenue diagonale s'appelle Rambla de Catalunya, considérée comme une promenade indépendante de celle qui traverse Ciutat Vella. Dans les environs immédiats se trouve le musée maritime, consacré spécialement à l'histoire navale de la Méditerranée, et dans lequel est exposée la reproduction grandeur nature d'une ancienne galère de combat. Le musée est situé dans les chantiers navals royaux, des chantiers navals du Moyen Âge où ont été construits les navires qui reliaient les vastes domaines de la couronne d'Aragon en Méditerranée. Le Vieux-Port offre d'autres attractions, telles qu'un centre de loisirs et commercial, des restaurants, un cinéma IMAX et le plus grand aquarium de la faune marine méditerranéenne. Dans le centre historique, tout près de la Rambla, la cathédrale de Barcelone, la Plaça de Sant Gem, qui abrite les bâtiments de la Generalitat de Catalogne et de la mairie de Barcelone, et les rues étroites du quartier gothique, le Raval et le Born, sont également intéressantes. Le terme Rambla. Le terme « Rambla » est la forme dérivée de l'arabe Ranla qui fait référence à une zone sablonneuse. Origine. Dans le passé, la Rira d'Amala passait par l'actuelle Rambla et descendait l'actuelle Rambla pour se terminer à un moment donné entre l'actuelle Plaza del Duc de Medinasli et la Plaza de la Merced. Avec la construction de la muraille du Raval au XVe siècle, le ruisseau a été détourné. Dès lors, plusieurs couvents sont construits, notamment du côté du Raval. Les couvents disparaissent avec l'incendie des couvents en 1835 et sont confisqués. Dans l'espace libéré par la disparition des couvents, plusieurs installations et espaces publics ont été construits pour la ville qui existe encore aujourd'hui, tels que le Liceo, la Boqueria et la Plaza Real. À partir de 1859, des platanes ont commencé à être plantés dans la Dehesa de Gerona. Les premiers arbres remontent à 1702, lorsque 280 peupliers ont été plantés et remplacés plus tard par des ormes. Ceux-ci ont été remplacés à nouveau par des acacias en 1832 pour finalement planter les bananiers susmentionnés. En 1860, la fontaine de Canalta a été inaugurée si la vente de fleurs remonte au milieu du XIXe siècle. Les différentes Ramblas. Les différents tronçons de la Rambla. Chaussées caractéristiques formant des vagues sur la Rambla. Fleuriste à la Rambla. La Rambla reçoit une nomenclature différente dans ses différentes sections, c'est pourquoi son nom au pluriel est également habituel, Las Ramblas. À partir de la Plaça de Catalunya, les différents tronçons portent les noms suivants. Rambla de Canalta. Rambla de los Estudios, ainsi appelé parce que dans cette section se trouvait l'ancien studio général, le prédécesseur de l'université. Rambla de San José. Rambla de los Capuchinos, également connu sous le nom de Rambla del Centro. Rambla de Santa Monica. Vente d'animaux sur la Rambla. Rambles éthiques manifestant devant l'hôtel de ville de Barcelone. Bien que la mairie de Barcelone ait mis en place des réglementations pour empêcher l'achat compulsif d'animaux, ou leur exposition au public était interdite, entre autres réglementations, il existe encore des kiosques sur la Rambla qui continuent cette pratique. Des organisations de défense des animaux telles que la plateforme Ramblas Ética, composée de FADA et de Libera, ont développé des campagnes pendant des années pour que les vendeurs se conforment à l'ordonnance et cessent leur activité pour des raisons éthiques et de santé. De 2006 à aujourd'hui, la mairie de Barcelone n'a accordé que des extensions aux commerçants, en leur proposant des alternatives telles que la rénovation de leurs étals ou le changement d'activité économique.
Cette activité a cessé le dimanche 15 novembre 2013 lorsque le dernier propriétaire, M. Cuanca, a fermé ses portes. Manifestation sur la Rambla. Activités gratuites. Au cours du mois de mars 2010, des activités gratuites ont été organisées sur les Ramblas de Barcelone, dans le but de commémorer le point d'ébullition culturelle de la fin des années 60 au milieu des années 80. Une tente a été installée près de la gare de Drassane, du 1er au 28 mars, puis les événements ont été organisés au Palacio de la Virena, du 25 mars au 24 mai 2010. Attentat terroriste du 17 août 2017. Article détaillé, attentat à la bombe en Catalogne en 2017. La Rambla de Canalta a été le théâtre d'une attaque terroriste, revendiquée quelques heures plus tard par l'État islamique autoproclamé 11, qui a eu lieu à Barcelone dans l'après-midi du 17 août 2017. À 16h49, une camionnette Fiat Talento blanche est entrée dans la section centrale et piétonne de la Rambla depuis la Plaça de Catalunya, emportant tous les passants qui marchaient sur son passage, zigzagant vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur le trottoir de Miró, à 500 mètres du début de son parcours. L'attaque a fait 15 morts et plus d'une centaine de blessés de 34 nationalités différentes. « 12 attractions touristiques sur les Ramblas. Numéro 1, Plaça de Catalunya. La Plaça de Catalunya, en catalan, Plaça de Catalunya, est une place centrale de Barcelone, l'un des centres névralgiques de la ville. Il a une superficie de 5 hectares. C'est le début des Ramblas. C'est le point d'union entre le vieux centre de la ville et l'Exemple. C'est d'ici que partent les rues importantes de la ville, telles que la Rambla, le Passeig de Gracia, la Rambla de Catalunya ou les ronds-points de l'Université et de San Pedro, et la Carré de Pelleio, ainsi que l'Avenida de Portal del Ángel, la principale artère commerciale de la ville, et l'ancienne porte des murailles. Histoire. Jusqu'à la démolition des murs, l'espace actuellement occupé par la place était une esplanade à la périphérie de la ville, située juste en face de l'une des portes principales, d'où partaient les routes vers les villes environnantes. Cela a fait de l'endroit idéal pour les marchés en plein air, et en a fait un point important dans la vie de la ville. Par la suite, les murs ont été démolis et la construction de l'ensanche conçue par Ildefonso Cerda a commencé. Le plan d'urbanisme de Cerda ne prévoyait aucune place où se trouve aujourd'hui la Plaça de Catalunya, car selon son plan, le quartier gothique, comme les autres noyaux des vieilles villes de la plaine de Barcelone, était relégué au quartier périphérique, tandis que le nouveau centre devait être un lieu central et bien desservi, comme la Plaça de les Glories Catalana. Que Cerda a conçu dans le but d'être le nouvel épicentre, au carrefour des principales artères de la ville, de l'avenue Diagonale, de la Gran Via de las Cortes Catalana et de l'avenue Meridiana. Contrairement au plan Cerda, le plan Rovira de 1859, celui préféré par le conseil municipal et la bourgeoisie de la ville, prévoyait à cet endroit une grande place. L'inertie de l'usage donné à cet espace, combinée au fait que ce qui allait devenir la Plaça de les Glories Catalana n'était qu'une friche à l'écart de toute construction, a conduit la ville à occuper le site de la Plaça de Catalunya, qui aurait théoriquement dû être constructible, avec des cafés, des théâtres et des étals pour les vendeurs forains. Art public. Article détaillé, sculpture de la Plaça de Catalunya. La déesse de Josep Clara, avec le monument à Macia de Subirac et la Rambla en arrière-plan. La place se distingue également par les nombreuses sculptures d'artistes importants exposées le long de son périmètre, notamment la déesse de Josep Clara, Barcelone de Frédéric Maret et le berger de Pablo Gargalo, ainsi que des œuvres de Josep Limona, Enrique Casanova, etc., ou le monument à Francesc Macia de Josep Maria Subirac. Travaux beaucoup plus récents, 1991. Les travaux dans le sous-sol, considérés comme de grande valeur urbaine, comprenaient les galeries commerciales de l'Avenida de la Luz, actuellement le sous-sol du Triangle. Jusqu'à la guerre civile de 1936 à 1939, ces cafés et restaurants, la Maison Dorée, le Colonne, le Luna, le Suy, étaient le centre de nombreux rassemblements littéraires et politiques pour les citoyens. C'est aussi un centre de théâtre, tel que le Bon Retire, 1876 à 1885, le Cirque Equestre Alegria, 1879 à 1895, le Concert Eldorado, 1887, et le Titre Barcelona, 1923. N2, Fontaine de Canalette, une belle fontaine noire et dorée. La fontaine de Canalta, en catalan, Font de Canalette, est une modeste fontaine lampadaire de Barcelone qui est l'un des lieux emblématiques de la ville où les fans du Football Club Barcelona célèbrent leur succès. Il est situé sur le tronçon de la Rambla appelé Rambla de Canalta, le premier en descendant de la Plaça de Catalunya. Histoire et description. La fontaine d'origine provient d'un dépôt situé dans la tour de San Severo de l'ancienne muraille médiévale,
qui alimentait la zone de la Rambla et du Raval, à l'origine du XVIIIe siècle. Il avait une citerne qui s'appelait déjà Canalta, peut-être à cause des multiples canaux qui alimentaient diverses sources dans la région à partir d'ici. Avec la démolition des murs au XIXe siècle, l'ancienne fontaine a disparu, lorsque la tour a été démolie en 1862, et à sa place 2 fontaines provisoires en fer ont été installées. En 1888, la mairie de Barcelone a accepté de la remplacer par une autre fontaine définitive, dans le cadre d'un projet de 4 fontaines lampadaires situées dans différentes parties de la ville, un projet qui a été confié à Pedro Falqué. Le projet est ensuite étendu à 14 fontaines, attribuées à Jaume Rodel. Celui de Canalta a été construit en 1892. Faite de fonte, la fontaine a une base circulaire sur laquelle se dresse une structure en forme de coupe avec 4 robinets qui versent l'eau dans 4 bassins circulaires. Au-dessus de ce dé s'élève une colonne surmontée de 4 lampadaires. Les autres fontaines ont été placées à divers endroits de la ville, tels que le Portal del Ángel, la Carré Mayor de Gracia, la Plaça de San Agustín Viejo, la Ronda de San Pablo, la Gran Via avec Pau Claris, la Plaça del Surtidor, la Plaça de la Barceloneta, la Gran Via avec la Rambla de Catalunya, Jardín de la Reina Victoria, la Cale Mayor de San Andrés, la Plaza de San Miguel, la Plaza de Sante Creu, la Plaza del Fénix, l'Avenida de Esplug, la Cale de San Adrián, la Plaza de la Infancia et la Via Trajana. Certains d'entre eux ont déjà disparu, comme celui du portal de Santa Madrona Montserrat et celui de la Plaza de Tétuan. Anecdote. Il est célèbre pour 2 raisons. La légende raconte que, celui qui boit son eau retournera à Barcelone. C'est pourquoi, par superstition, les visiteurs qui aiment la ville boivent son eau s'ils espèrent y revenir un jour. Les fans se rassemblent ici pour célébrer les succès du FC Barcelone. La tradition remonte aux années 1930, lorsque les fans allaient se renseigner sur les résultats à la rédaction du journal sportif La Rambla, situé juste en face de la fontaine. Un tableau noir avec les résultats des matchs de la journée était accroché à la porte d'entrée. Numéro 3, Rambla de los Pajarillos. Steve explique que ce tronçon de las Ramblas était l'endroit où, à une époque, vous voyez de nombreux kiosques vendant différents types d'animaux que les gens pouvaient acheter et garder comme animaux de compagnie. Aujourd'hui, les kiosques vendent principalement des glaces et des souvenirs. Numéro 4, Chuch. Il y a quelques églises sur las Ramblas et dans les rues adjacentes. L'une est dédiée à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. Nous avons marché jusqu'à une cathédrale. Comme c'était le dimanche matin, il y avait une activité religieuse dans l'église et elle n'était pas ouverte aux touristes. Numéro 5, vous trouverez le marché aux fleurs sur las Ramblas. Cette petite section, mais parfumée, est l'endroit où les vendeurs vendent leurs fleurs et leurs graines. Il y avait des sacs et des sacs de graines à chaque kiosque. Certaines des graines produiraient des plantes que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous pourriez trouver un sac de graines qui se transformerait en fruits d'apparence inhabituelle. Numéro 6, marché de la Bogueria. C'est un marché très fréquenté et nous avons vu beaucoup d'aliments et de produits différents. Une fois de plus, nous avons vu des choses que nous n'avions jamais vues auparavant en Amérique. Le Mercado de San José, en catalan Mercat de San Josep, populairement connu sous le nom de la Boqueria, en catalan la Boqueria, est un marché municipal situé sur la Rambla de Barcelone, Espagne. En plus d'être un endroit où vous pouvez acheter toutes sortes de produits frais, c'est aussi une attraction touristique. Il a une superficie de 2583 mètres carrés avec plus de 300 étals offrant une grande variété de produits locaux et exotiques, tant aux acheteurs privés qu'aux restaurateurs de la ville. C'est le plus grand marché de Catalogne, le plus varié en termes d'offres alimentaires et aussi le plus visité par les touristes. Histoire. Le marché a été inauguré en 1840, mais ses origines remontent à l'extérieur, devant les portes de la vieille ville, sur l'esplanade du Llano de la Boqueria, où les vendeurs ambulants et les agriculteurs des villages voisins et plus encore s'installaient afin de vendre leurs produits, avant que la ville ne quitte ses premiers murs. Ce marché se tenait à l'extérieur des murs de la ville pour économiser la taxe sur l'entrée des marchandises. Avant le marché, le couvent de San José se trouvait au même endroit. En 1586, les carmes des chaussées, appelés Els Jospe parce qu'ils étaient les propagateurs, avec Thérèse de Jésus à la tête, du culte populaire de la figure de Saint Joseph, fondèrent le couvent à l'endroit où se trouve aujourd'hui le marché. Lorsque la Rambla est devenue importante en tant que promenade urbaine au XVIIIe siècle, il a été jugé nécessaire de retirer les boucheries de son parcours et elles ont été déplacées, toujours très proches, à l'intérieur des terres, à côté du verger du couvent de San José, qui, avec d'autres couvents de la région,
a été attaqué et incendié lors de l'émeute anticléricale provoquée et menée par des politiciens libéraux à Barcelone le jour de la Sangem, juillet 2025. 1835. Numéro 7, le cœur des Ramblas. Artiste abstrait, mosaïque au sol de Joan Miró. Joan Miró y Ferra, né le 20 avril 1893 à Barcelone et mort le 25 décembre 1983 à Palma de Majorque, est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol. Dans ses œuvres, il reflète son intérêt pour l'inconscient de El enfantin, et pour la culture et les traditions de la Catalogne. Bien qu'il soit associé à l'art abstrait pour son style mature de formes stylisées et imaginaires, dans sa jeunesse, il a commencé la figuration, avec de fortes influences fauvistes, cubistes et expressionnistes, passant à une peinture plate avec un certain air naïf, comme son célèbre tableau La Masia de 1920. À partir de son séjour à Paris, son travail devient plus fantaisiste et onirique, coïncidant avec les points du surréalisme et rejoignant ce mouvement. Dans de nombreux entretiens et écrits datant des années 1930, Miró exprime son désir d'abandonner les méthodes conventionnelles de peinture, selon ses propres mots de « les tuer, les assassiner ou les violer », afin de privilégier une forme d'expression contemporaine, et de ne pas vouloir se plier à leurs exigences et à leur esthétique, voire à leurs engagements envers les surréalistes. L'un de ses projets majeurs a été la création en 1975 de la Fondation Joan Miró, située à Barcelone, un centre culturel et artistique pour diffuser les nouvelles tendances de l'art contemporain, qui s'est constitué avec une importante collection d'œuvres données par l'auteur. D'autres lieux abritant d'importantes collections de ses œuvres sont la Fondation Pilar y Joan Miró, à Palma de Majorque, le musée Reina Sofia et l'espace Miró à Madrid, le centre Pompidou, à Paris, au MoMA, à New York et à la Fondation Mas Miró, à Montreux, où il passe la plupart de ses étés. Numéro 8, la prochaine étape de votre visite à pied. Ce n'était pas loin de la mosaïque, mais en face de las Ramblas. C'est une place de la ville qui a de vieux bars et des tavernes modernes avec des sièges de patio. J'étais ravi de voir cette place, car je savais que nous aurions l'occasion de voir les premières œuvres publiques de Gaudí, deux lampadaires colorés avec des casques. De retour à las Ramblas, vous regarderez de l'autre côté du boulevard pour voir Palo Güell, un autre projet de Gaudí. Antoni Gaudí y Cornet ou Antonio Gaudí, 25 juin 1852, 10 juin 1926, est un architecte espagnol, le plus grand représentant du modernisme catalan. Gaudí était un architecte doté d'un sens inné de la géométrie et du volume, ainsi que d'une grande capacité d'imagination qui lui permettait de projeter mentalement la plupart de ses œuvres avant de les transformer en plans. En fait, il faisait rarement des plans détaillés de ses œuvres, il préférait les recréer sur des modèles tridimensionnels, en modelant tous les détails au fur et à mesure qu'il les concevait mentalement. À d'autres occasions, il improvisait au fur et à mesure, donnant des instructions à ses collaborateurs sur ce qu'ils devaient faire. Doté d'une forte intuition et d'une capacité créative, Gaudí a conçu ses bâtiments de manière globale, en prêtant attention à la fois aux solutions structurelles et fonctionnelles et décoratives. Il étudie jusque dans les moindres détails de ses créations, intégrant dans l'architecture toute une série d'artisanats qu'il maîtrise lui-même à la perfection, céramique, verrerie, forge du fer, menuiserie, etc. Il a également introduit de nouvelles techniques dans le traitement des matériaux, comme ses célèbres trancadis fabriqués avec des morceaux de déchets de céramique. N9, Communauté du Raval. Ici, vous verrez des figures humaines bien habillées. Ils ont vraiment fait croire aux voyageurs qu'il s'agissait de statues. Les statues doivent passer une audition et s'inscrire auprès de la mairie avant d'être autorisées à se produire ici. Vous pouvez les prendre en photo ou prendre une photo avec eux vous-même. Vous pouvez mettre votre argent dans sa corbeille si vous le souhaitez. Ou vous pouvez vous éloigner après avoir pris une photo. Certaines des figurines humaines sont très drôles, et provoqueront les rires des voyageurs. Certains sont si vifs qu'ils ressemblent à de vraies statues. De plus, certaines statues humaines portent leur nom. Certaines figurines humaines sans nom vous laissent songeur. Une statue vivante, également connue sous le nom de statue humaine, fait généralement référence à un artiste posant sous la forme d'une statue ou d'un mannequin, portant généralement un maquillage réaliste ressemblant à une statue. Le terme statue vivante peut également faire référence à des installations artistiques créées par un artiste à l'aide de personnes vivantes ou d'autres œuvres créées par un artiste de la scène. Histoire. Olga Desmond nue avec des vêtements et un piédestal. Le tableau vivant, ou groupe de statues vivantes, était une caractéristique régulière des festivités et des spectacles médiévaux et de la Renaissance, tels que les entrées royales des dirigeants dans les villes. Habituellement, un groupe représentant une scène était monté sur un support élaboré décoré pour ressembler à un monument, placé sur le parcours de la procession.
Par une particularité de la loi anglaise, la nudité sur scène n'était pas autorisée à moins que les artistes ne restent immobiles pendant que les rideaux de la scène étaient ouverts. Numéro 10, Monument de Christophe Colomb, Barcelone. Le monument de Christophe Colomb est un ensemble sculptural situé sur la Plaza del Portal de la Paz à Barcelone, dans le quartier de Ciutat Vella. Construit en hommage au découvreur Christophe Colomb, il est érigé au point de jonction entre las Ramblas et le Paseo de Colón, en face du vieux port de Barcelone. L'auteur du projet était l'architecte Cayetano Buiga, et plusieurs artistes ont été impliqués dans la décoration sculpturale, tels que Édouard B. Alentorn, Raphaël Haché, Per Carbonell, Manuel Fuxá, Josep Limona, Rossanoba, Anthony Villanova, Francisco Pagé et Agapito Valmijana. Le casting a été réalisé par Alejandro Olgemuth. Le monument a été construit dans le cadre des travaux d'amélioration du littoral de Barcelone réalisés à l'occasion de l'Exposition universelle de Barcelone en 1888. Inauguré le 1er juin 1888, en plein milieu de l'exposition, il est immédiatement devenu l'une des icônes les plus caractéristiques de la ville. À l'intérieur de la colonne, il y a un ascenseur qui vous permet de monter jusqu'à la demi-sphère située sous les pieds de la statue, d'où vous pouvez voir la ville. Cette œuvre est inscrite comme bien culturel d'intérêt local, BCIL, dans l'inventaire du patrimoine culturel catalan sous le code 08019/859. Histoire. Croquis original de Cayetano Buiga, dans lequel on peut voir le dessin original de la statue du découvreur, sans lever le bras. L'idée d'ériger un monument dédié aux découvreurs de l'Amérique avait surgi il y a quelque temps, lorsqu'au milieu du XIXe siècle, on pensait couronner d'une statue du navigateur la colonne érigée sur la Plaza del Duc de Medinaceli, qui fut finalement dédiée à l'amiral Galceran Marquet, œuvre de Francisco Daniel Molina, Damia Campni et Josep Anicet Santigosa. De 1851. Le projet renaquit en 1873, à l'époque de la Première République, en choisissant le lieu du Portal de la Paz à l'époque Plaza de la Junta Revolucionaria. Cependant, le changement de régime et l'arrivée d'Alphonse XII sur le trône retardent le projet. Le plan a refait surface en 1881, promu par Antoni Fagi Ferrer, un promoteur d'initiatives culturelles qui aimait tout ce qui touchait à la découverte de l'Amérique. Il convainc Carl Pirozzini, critique d'art et fonctionnaire municipal, ainsi que l'un des secrétaires de l'Exposition universelle de 1888, qui transmet l'idée au maire Francisco de Polarius y Tolley. Après l'approbation du maire, le 10 mai 1881, la commission de promotion est créée, présidée par Rius lui-même et Tolley, tandis que Pirozzini en est le secrétaire. Le projet a été approuvé par la mairie de Barcelone le 6 septembre 1881 et le 26 du même mois, la première pierre du monument a été posée. Le financement a suscité une grande controverse à l'époque, dans un premier. Numéro 11, la gamba, sculpture. La crevette ou gambrinus est une sculpture de grande proportion conçue par l'espagnol Javier Mariscal. Il représente une crevette. L'œuvre, inaugurée en 1989, a commencé comme un accroche-regard pour l'un des nombreux restaurants du Mall de la Fusta à Barcelone conçu par l'architecte Alfred Arriba, un ami de Mariscal. À la fin des événements des Jeux Olympiques de 1992, plusieurs bars et restaurants de la région ont dû fermer, y compris le restaurant qui avait l'œuvre de Mariscal. Après la fermeture des locaux et plusieurs litiges ultérieurs, l'œuvre est restée au même endroit, comme appartenant à la mairie de Barcelone, et est devenue un symbole populaire du remodelage de la zone côtière de Barcelone peu de temps avant les Jeux Olympiques. En décembre 2004, il a été restauré. N12, la Cabeza de Barcelone, au bout de la promenade. Cela vaut la peine de marcher pour voir cette sculpture emblématique.